à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Espace Éco. Votre débat économique s'intéresse aujourd'hui au financement de l'agriculture, un secteur qui constitue l'une des principales sources de revenus en Afrique, mais dont le potentiel reste inexploité. Il apparaît aujourd'hui nécessaire d'orienter les jeunes entrepreneurs vers ce secteur et préparer ceux qui hésitent à se lancer dans le domaine à mieux s'y prendre. Mais comment y parvenir sans un minimum de financement? Peut-on développer l'agriculture africaine sans résoudre la question du financement? Voilà quelques préoccupations que je vais aborder avec mes invités que je vous prie de découvrir juste après ceci. Tout d'abord, je vous présente M. Moutalabi Baba Boukari. Il est le coordonnateur national du projet de financement agricole au GIZ Bénin. Bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir, madame. En face de vous, nous avons M. Athanase Kadja. Il est promoteur agricole, coach en développement personnel et également pasteur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et salut tous les auditeurs. Alors, ça fait déjà plusieurs années que vous vous adonnez à l'agriculture. Comment est-ce que vous avez commencé exactement? Oh, ok. Au fait, j'ai commencé comme ça avec les moyens de bord. Il y avait un domaine qui était là à exploiter. Bon, j'avais la passion pour l'agriculture depuis que j'avais fait les bancs, depuis le cours primaire jusqu'au collège. Donc, au temps de l'école nouvelle, on faisait déjà l'agriculture. Donc, j'avais déjà eu le goût pour ça. Mes parents aussi sont à la fois agriculteurs et pêcheurs. Donc, on a grandi dans ça. Donc, c'est comme ça que j'ai saisi l'opportunité avec les moyens de bord. J'ai commencé par faire les cultures maraîchères et progressivement, et je suis là où je suis aujourd'hui. Quand vous dites moyens de bord, vous parlez de quoi exactement? Oui, bon, j'avais commencé avec prendre les arrosoirs et aller chercher l'eau. Parce que c'était déjà disponible, c'est ça? Oui. C'était déjà disponible. Oui. Non, le domaine, on a fait... le domaine était disponible. Bon, on a creusé. Il y avait d'abord de puits, on puisait de l'eau, on met dans l'arrosoir, on va arroser, mais progressivement, quand ça commençait à prendre, on a fait forage et maintenant on a assez d'eau, on a élargi le domaine. Donc, ça a commencé progressivement. Autrement dit, les moyens existaient déjà pour que vous vous lanciez. Oui, c'est bien ça. Le peu qu'il faut. Le minimum qu'il faut. Sinon, pour commencer l'agriculture, on n'a pas besoin de grand chose. Il faut la volonté, la passion. Une réaction par rapport à cette expérience? Oui. D'abord, je dirais que c'est quelque chose qui existe au niveau dans nos communautés à la base. Nous avons un minimum qui existe, mais on peut se poser la question de savoir pourquoi on refuse d'aller à l'agriculture. Et je serais intéressé de connaître un peu les raisons fondamentales qui ont permis à M. Athanase de se lancer profondément dans l'agriculture, à part l'existence de ce minimum. J'imagine aussi qu'il y avait d'autres, vos frères, vos amis, et qui avaient aussi ce minimum. Combien ont vraiment réussi Ok, bon. Et effectivement, comme vous l'avez dit, moi j'ai eu le bac en 1990, je me suis inscrit en sciences économiques. Et en notre temps, là-bas, il n'y a pas de travail. Hein? Donc, il n'y avait pas de travail. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même vivre. Donc, c'est ça qui m'a poussé, moi, à rentrer dans l'agriculture. Il ne faut pas rester là, rester à la charge des parents. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça que moi, je me suis lancé pour être là où je suis aujourd'hui. Et au fil des ans, les besoins, je suppose, ont augmenté. Vous avez eu besoin de plus de matériel, de plus d'hectares à cultiver, etc. Comment est-ce que vous avez pu vous en sortir? Oui, donc effectivement, quand on évoluait, il y avait eu le besoin d'avoir plus de moyens pour élargir. Il y avait une ONG dans la zone de Godomela qu'on appelle Gradet, qui est dans l'agriculture, mais qui faisait un peu de financement, un peu de crédit aux producteurs là. Ils ont commencé par nous appuyer un peu, donc on recevait des crédits qu'on payait progressivement. Donc des crédits avec intérêt, c'est ça? Oui, naturellement. Oui, donc c'est ça. Est-ce que la même chose que vous faites au niveau du GIZ au Bénin?
Oui, je dirais d'abord le projet Profina, promotion du financement agricole de la GIZ au Bénin, c'est un projet parmi tant d'autres, un projet qui fait partie de l'initiative CEVO. L'initiative CEVO, c'est une initiative du gouvernement allemand avec le gouvernement béninois pour intervenir dans le secteur agricole et donc sur plusieurs thématiques données. Donc, dans cette initiative, vous avez plusieurs projets, comme je dirais un projet ProSiva qui travaille sur les innovations dans le secteur agricole. Vous avez un projet qui travaille sur la réhabilitation des sols, ProSol. Vous avez un projet qui travaille sur le foncier rural, ProPFR. Vous avez un projet qui fait la promotion des filières agricoles, lui qui est ProAgri, qui n'est pas dans l'initiative, mais c'est toujours un projet du ProAgri. Donc tous ces projets travaillent dans le domaine agricole et vous aurez constaté que c'est différentes thématiques de l'agriculture. Donc il manquait un peu un seul maillon, c'est le maillon financement. Et d'où le Profina venu s'insérer au milieu de tous ces projets-là pour accompagner évidemment les autres acteurs qui ont déjà reçu d'autres types d'appui techniques et qui maintenant ont besoin de financement. Donc les compétences techniques, les connaissances qu'il faut sont déjà là et le financement peut trouver vraiment le minimum qu'il faut pour être bien géré. Ce qui veut dire que le besoin de financement s'est imposé comme un problème crucial à un moment donné, c'est ça? Exactement. Le besoin de financement s'est imposé. En ce moment, le Profina a été mis en place, le projet de financement, et qui principalement fait la mise en relation entre l'offre et la demande. Quand je dis la demande, c'est tous ceux qui ont déjà bénéficié des appuis des autres projets et qui maintenant l'offre, il s'agit des institutions financières. Donc le Profina travaille à mettre en relation à la fois les acteurs agricoles ayant des compétences avec les financiers qui doivent développer des produits financiers vraiment adaptés aux besoins de ces agriculteurs-là. Donc c'est un peu de cette façon que le Profina travaille dans le secteur du financement agricole. Alors, Athanase Kadja, vous venez d'entendre, Monsieur Boukari, vous n'avez pas bénéficié, vous, de ce genre de financement. Vous n'avez même pas suivi les autres pans du projet dont il a parlé. Alors, comment est-ce que vous percevez cette façon de travailler au niveau de la GIZ? Oui, tout ce que j'entends là, ça m'étonne un peu parce que moi, je suis dans l'agriculture, spécialement l'agriculture maraîchère, ça fait 14 ans. Je n'ai jamais entendu parler d'un projet du genre. Donc, ça veut dire que, ou bien, là où moi je suis, dans la commune de Ouida, le projet n'est pas allé là-bas, peut-être sont des départements qu'ils ciblent. Est-ce que c'est à cause de ça qu'on n'est pas au courant? Ça peut être ça. Sinon, tout ce que j'attends là, c'est vraiment beau et c'est quoi? Mais moi, je n'étais pas au courant. Vos besoins en financement s'estiment à combien? C'est comment exactement? Non, au fait... C'est pour élargir vos terres? C'est pour avoir plus de culture? C'est quoi exactement? Donc, généralement, vous savez, aujourd'hui, pour faciliter l'agriculture, il faut les équipements. Parce que le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, on ne trouve plus comme ça de main-d'œuvre. Tu sais que l'agriculture, c'est un peu difficile. Et comme c'est un travail un peu difficile, les gens fuient le domaine. Les jeunes fuient le domaine. Maintenant, donc, la main-d'œuvre se raréfie. Et par conséquent, il faut alors avoir les équipements qu'il faut pour mécaniser, arroser facilement, ainsi de suite. Donc, c'est en termes de moyens techniques, et la formation, l'appui technique, c'est ça qui va nous permettre vraiment de faire face. Sinon, on a un sérieux problème, c'est pendant les vacances que vous voyez comme les jeunes sont en vacances, ils quittent les villages pour venir là. Vous allez trouver, actuellement, on est en train de travailler correctement. On en a même, des fois, certains jeunes viennent, on dit que non, on en a des trop. Mais
Quand les vacances vont finir maintenant, on va rentrer dans le septembre, les difficultés commencent encore. Donc, vraiment, si on modernise là, on n'aura plus besoin d'assez de main-d'œuvre pour pouvoir faire le travail. Monsieur Boukari, comment est-ce que vous comprenez que tout le monde n'est pas au courant du travail colossal que vous abattez au quotidien? Je dirais, c'est normal. Vous ne faites pas du bruit autour de vos activités? Il n'y a pas tel que, en parenthèse, la coopération fonctionne. Il n'y a vraiment pas beaucoup de publicité autour des actions, mais c'est un travail de fond qui se fait. Par exemple, je dirais, lorsque M. Athanase parle il faut vraiment mécaniser. Quand on parle de mécanisation, on voit déjà l'existence de gros moyens. Alors que nous n'avons pas vraiment besoin d'avoir de gros moyens pour acheter de grosses machines, tout. Donc, en fonction de la filière telle qu'il est là-dedans, on peut trouver les moyens, l'équipement adapté pour résoudre un problème précis au niveau de son cycle de production. Et ça, le travail que le projet Profinance peut faire, c'est accompagner le promoteur à identifier le vrai problème de mécanisation qu'il a et la mécanisation adaptée qu'il lui faut. Et pouvoir expliquer de l'autre côté aux financiers comme quoi c'est un producteur, il a besoin d'une mécanisation adaptée. Et voilà son modèle d'affaires qui montre que ce monsieur, s'il utilise la mécanisation à un moment T, son coût de production vont pouvoir diminuer et il va pouvoir rembourser un prêt qu'il aurait pris pour acheter cet équipement. Et nous, c'est notre rôle de faire comprendre aux financiers que c'est comme ça que ça fonctionne. Le gros problème qu'il peut y avoir, c'est de dire, bon, le financier ne comprend pas. Et ce que beaucoup d'agriculteurs ne comprennent pas, c'est que le financier, tant qu'il ne comprend pas, il ne mettra jamais ces ressources qu'il faut. Donc, nous devons travailler avec les financiers pour leur montrer l'importance de la filière, comment vos différents produits viennent dans le plat, comme on dit, comment le produit que vous avez produit, ça vient un peu sur le plat. Donc, notre rôle est, au finish, le système financier doit pouvoir développer des produits financiers adaptés aux besoins. Mais concrètement, est-ce que votre financement bénéficie à tout type de producteur? Est-ce que n'importe quel producteur qui est dans un besoin spécifique peut s'adresser à vous? Pour le moment, nous avons travaillé, jusqu'à l'instant, je vous parle, nous avons travaillé principalement sur 5 filières. Nous avons travaillé sur la filière anacarde, la filière soja, la filière riz, la filière volaille et la filière karité. Et là-dedans, sur ces 5 filières, nous avons développé à la fois des produits financiers adaptés qui permettent maintenant à un producteur qui se trouve dans ces différentes spéculations-là de bénéficier d'un prêt et de pouvoir vraiment le rembourser comme il le faut. Athanase Kadia, vous venez d'entendre, Monsieur Boukari, vous avez déjà bénéficié, on va dire, de certains soutiens, même si ce n'est pas ce que vous espérez, même si ce n'est pas à la hauteur de vos attentes. Comment est-ce que ça se passe généralement? Ok, bon, je viens, tel qu'il a démontré, donc ils ne sont pas encore dans notre domaine où moi je suis les cultures maraîchères. Ils ne sont pas dans ce domaine-là. Donc, au fait, bon, nous rendons grâce à Dieu. Il y a un projet maintenant qui est en cours par PADMA, c'est-à-dire projet de développement du maraîchage, que le gouvernement a mis sur pied, un financement de 28 milliards. Ils sont en train de rassembler les producteurs pour pouvoir les accompagner. Ce n'est pas un prêt, c'est un accompagnement. Une subvention? Une subvention où on peut vous faire de forage, on peut vous irriguer le domaine. Ce projet est en train d'être installé maintenant et ça va aider beaucoup parce que tel que mon frère parle là, l'agriculture, tel que ça se passe au Bénin, c'est pas rentable. C'est pas rentable et si
on doit se lancer dans des prêts pour mettre dedans. Moi, ce serait difficile de s'en sortir parce que le marché n'est pas garanti. Le marché n'est pas garanti. Celui qui veut mettre ses sous à votre disposition, et il doit espérer le retour. Mais tel que l'agriculture se passe aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention qu'on va mettre des prêts, bon, est-ce que ces prêts-là aussi sont adaptés? Parce qu'on n'a pas une banque agricole qui va se lancer dans ça, parce que l'agriculture, ça a trop de risques. On ne maîtrise pas les aléas climatiques. Il y a de cela environ 8 ans, il y avait un projet qu'on appelle FAA, que FNMA avait développé. J'avais bénéficié de ce projet-là, c'est un prêt. J'ai fait l'installation, ça là, c'est en 2010. Mais en 2010, si vous vous rappelez très bien, il y a eu une grande pluie. Et ces productions, tout ce qu'on a produit, tout ça là, ça a été détruit en 2010. En 2011, dans la même période, ça s'est répété. Et c'est comme ça qu'on s'est enfoncé. Et pour payer le chose là. Donc l'agriculture, c'est tellement aléatoire que si on va prendre des prêts et mettre dedans, tel que ça se passe, où on n'a pas un marché sûr, où on n'est pas sûr du marché, les fluctuations, tout ça là, le risque est trop grand. Moi, je crois que l'accompagnement, d'abord, je crois que ce serait le bienvenu. Sinon, moi, je ne conseille pas que prêt dans l'agriculture aujourd'hui, tel que l'agriculture se passe au Bénin, dans nos pays africains, où ce n'est pas subventionné comme en Europe, le risque est trop grand. Et il y a beaucoup qui ont fait des prêts que je connais, mais qui ont eu des difficultés. Parce que des fois, vous avez fait produire, il y a de cela 2 ans, on a produit oignon, parce que, vous savez, à partir du mois de septembre, octobre, l'oignon commence à coûter cher. Nous produisons pour cette période de soudure entre octobre jusqu'en décembre. Mais une maladie terrible est rentrée dans les oignons. Moi, j'avais produit oignon en 1 hectare. Quand tu produis oignon en 1 hectare, minimum, c'est 4 millions. Mais tout est détruit. Donc, il y a beaucoup de choses en matière d'agriculture que vraiment nous avons besoin encore de s'asseoir et réfléchir correctement pour voir. Sinon, beaucoup ont pris des prêts, mais ça n'a pas marché. C'est pour ça que moi, vraiment, j'ai toujours peur de ces prêts-là. Mais accompagnement, d'accord. Monsieur Boukari. Oui, les problèmes soulevés par M. Athanas sont vraiment réels. Et c'est aussi le moment de dire que l'agriculture est trop risquée, aléatoire. C'est une question de connaissance. C'est une question de connaissance et on peut passer en revue les différents risques et pouvoir les gérer, mieux les gérer, savoir quels sont les risques que nous gérons mieux. Si vous prenez par exemple l'exemple de un prêt n'est pas adapté. Un prêt n'est pas adapté, c'est vraiment pour un acteur des finances, c'est vague, je dirais. J'ai besoin de dire pourquoi c'est pas adapté. Est-ce que c'est le montant à l'hectare qui est faible ou qui est élevé? Ou c'est les conditions, par exemple, pour l'expérience que nous avons, la plupart des structures financières vous donnent un prêt pour l'agriculture et 1 mois, 2 mois après, vous demandent de commencer le remboursement. Nous travaillons avec ces institutions financières pour leur dire non, si vous voulez qu'ils remboursent correctement, cette façon de faire n'est pas bien. Et nous avons, par la grâce de Dieu, nous avons aussi des institutions qui comprennent que, là, c'est de ma faute. S'il ne rembourse pas bien, c'est de ma faute parce qu'il est obligé de jongler. Ça, c'est un élément où, quand on dit que le prêt n'est pas adapté, ça peut être aussi lié au montant. La plupart des producteurs se disent, bon, si je demande, je donne un exemple, si je demande peut-être 100 000, c'est sûr qu'ils vont me donner 50 000. Donc, autant demander 200 000. Voilà. Pour être sûr d'avoir les 100 000 pour être sûr d'avoir les 200 000. Donc, vous voyez, c'est un peu... Lui-même ne maîtrise pas effectivement et
la plupart n'est pas vraiment honnête sur la réalité parce qu'il a des préjugés sur celui qui va l'écouter. Et parfois, le prêt ne sait pas exactement à quoi on l'a demandé. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'aspects quand on dit que ce n'est pas l'agriculture est risquée. Et le financier aussi pense que l'agriculture est risquée parce qu'il ne sait pas que pour produire le maraîchage, pour produire l'oignon, voilà comment l'oignon se produit. Voilà les périodes où on peut vendre l'oignon. Voilà les périodes où il n'y a pas beaucoup d'eau. Ceux qui n'ont pas les moyens d'utiliser ou bien d'avoir des fourrages peuvent utiliser seulement la pluie. Quelle est la période? Donc, ça veut dire que le financier manque de connaissances vraiment sur les filières. Et ça, c'est un constat qui a été vérifié sur le terrain. Donc, et tout le monde, il finance l'agriculture en fonction des opportunités qui se présentent. Lui, il saisit les opportunités comme un projet qui lui donne beaucoup d'argent pour dire, bon, donne à ceux-là. Et lui, il prend, il dit, il donne. Et le projet lui dit simplement, si ces gars ne remboursent pas, moi, je peux rembourser à leur place. Contrairement aux pratiques que nous avons actuellement au niveau du projet, au niveau de la GIZ. Vraiment, la responsabilité de l'entrepreneur doit être engagée. Donc, mais M. Kaldia est plutôt pour les subventions. Il n'est pas pour les prêts. Vous pensez que c'est possible? La subvention, oui. Mais on parle de plus en plus d'une subvention responsable. Une subvention qui crée de la distorsion sur le marché, ça pose problème. J'ai une structure financière X qui est vraiment engagée à financer les producteurs d'une filière donnée et qui se retrouve en concurrence avec peut-être un projet qui dit, bon, maintenant, vous les maraîchers, producteurs d'oignons, je vous donne des prêts, je vous donne des prêts à taux subventionnés. Et j'ai un financier qui est plus durable dans le temps que le projet, qui dit, bon, maintenant, je mets des produits financiers adaptés à la production de l'oignon. Et donc, ça veut dire que beaucoup peuvent bénéficier de ça auprès du financier, mais beaucoup ne peuvent pas bénéficier si c'est le projet. Vous voyez, donc, le producteur se voit maintenant, dit, là, on me donne un crédit, peut-être je dis des bêtises, à 2%, et le financier me donne le crédit à 10%. Bon, où vais-je aller? Le choix est simple. Le choix est simple. Ouais, le choix est très simple. Et notre rôle au niveau de Profinance, c'est vraiment permettre à un producteur d'avoir autant de fois qu'il veut le prêt qui soit adapté à sa production. Et de plus en plus, on trouve des producteurs qui disent je préfère avoir une bonne relation avec le financier. Le jour où je vais aller à 5 hectares, c'est plus facile parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Donc, c'est de cette façon qu'on travaille au niveau des deux côtés. Voilà. Pour que M. Athanase puisse rentrer en relation avec une structure financière qui comprend son activité et qui peut lui donner des prêts à tout bout de champ. Est-ce que ce sont des propos qui vous rassurent, M. Kaldia? Bon, au fait, ce domaine, comme je suis en train de le dire, aujourd'hui, tel que l'agriculture se pratique au Bénin, en Afrique en général, l'agriculture, la production n'est pas rentable. Je reviens toujours sur ça. La production, parce que l'agriculture, c'est 3 phases. Il y a les intrants, il y a la production et il y a la commercialisation. Maintenant, quand vous prenez ces 3 étapes, dans les intrants, c'est rentable. Parce que tu paies, tu revends. La commercialisation, c'est la même chose. J'ai payé le produit à temps et je vends à temps. Maintenant, la production, ce n'est pas rentable. Et c'est pour ça que les pays développés, ils ont compris que la production n'est pas rentable. Maintenant, comment on va passer? Quand il n'y a pas de production, il n'y a pas les intrants, il n'y a pas de commercialisation. Il n'y a pas les produits pour vivre. Donc, eux, ils ont compris et ils subventionnent la production.
il peut mettre des tasses sur les intrants. Sur les structures qui produisent des intrants, on met des tasses. Sur les structures qui font la commercialisation, on met des tasses. Et on prend ça pour venir subventionner la production qui n'est pas rentable. Qui n'est pas rentable. C'est pour ça que beaucoup fuient. Quand on parle de l'agriculture, beaucoup fuient. C'est vrai, c'est pas rentable. Prenez les producteurs, prenez un certain nombre de maraîchers dans mon domaine qui a réussi. Vous n'allez pas trouver. Moi, c'est parce que j'ai fait d'autres choses aussi. Moi, j'ai une passion pour ça. Moi, je suis content que j'ai initié quelque chose. Il y a des jeunes qui travaillent dedans, qui gagnent et leur pain. Ça, là, me donne déjà de la joie. Mais quand nous allons parler franchement que quelqu'un qui va vivre de la production et être à l'aise, avoir une bonne maison, un bon moyen de déplacer, tout ça là, il n'y a pas. Allez à Ouérola, les producteurs qui sont là-bas, et faites le sondage. Des gens sont dedans il y a 20 ans, 30 ans, demandez-les qu'est-ce qu'ils ont réalisé. Ce n'est pas rentable. Maintenant, on doit trouver une politique pour subventionner la production qui est difficile. Nous engageons les gens sur nos fermes. Après quelques temps, ils t'abandonnent. Des fois, peut-être il a trouvé 5 millions, quelqu'un lui prend une moto à 400 000, il va faire contrat avec lui. Il sort aujourd'hui avec Zim, il a trouvé 4 000, tout ça, il voit que c'est plus mieux que chose là. Et il t'abandonne, c'est comme ça. Les gens ne sont plus prêts à se donner à l'agriculture parce que la production même n'est pas rentable. Nos parents sont dedans depuis des années. Ils mangent simplement, c'est tout. Ça, c'est pas... Quel agriculteur dans nos villages, tu vas voir, il a réussi sa vie? Non? Sinon, il en connaît, il me donne des exemples. Monsieur Boukhara, vous interpellé? Oui. L'agriculture ne nourrit pas son homme? D'abord, c'est de dire... Il y a un aspect que M. Athanase a oublié, c'est la transformation. Et la transformation, c'est vraiment quand on prend toute la production, la transformation, la commercialisation et les intrants, la transformation apporte plus de valeur ajoutée. Et ça, tout le monde le sait. Mm-hmm. Mais c'est aussi des moyens. Hein? Ça aussi, c'est des moyens. Mm-hmm. D'accord, ça fait un. Le deuxième point, c'est de dire, si nous prenons un producteur, tel que j'ai dit tout de suite, on travaille avec des producteurs, avec un autre projet qu'on appelle ProSiva, qui développe des innovations. Je donne un exemple tout simple. Je prends un producteur de soja qui utilise une semence des grains. Je prends des grains de soja, il utilise ce grain de soja, il sème et il produit encore le soja. Son rendement tourne autour de 500 kilos à l'hectare. Je prends quelqu'un qui utilise peut-être des semences améliorées, vraiment améliorées, dont le rendement est à plus de 1 tonne à l'hectare. Nous avons dans un village quelqu'un qui n'utilise pas la semence améliorée. Et voilà un peu ce qu'il a produit. Et au même moment, vous avez quelqu'un qui a utilisé la semence améliorée et les deux producteurs sont sur le même marché. Lui, il veut vendre sa production à 200 le kilo et l'autre aussi veut vendre à 200 francs le kilo. Par contre, si vous prenez quelqu'un qui a la technologie qu'il faut, le matériel végétal amélioré, ça lui permet de vendre peut-être 150, 180, alors que l'autre, il est là. Parce que s'il ne vend pas à 200 francs, il ne sera pas rentable. Donc, prenez beaucoup de ces producteurs-là, ces producteurs dont parle M. Athanase, ils sont très nombreux. De ce que vraiment l'innovation n'est pas là, la technique n'est pas là, la façon dont ils ont produit depuis 5 ans, ils continuent à produire. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et donc les résultats ne changeront pas. Les résultats ne changeront pas. Donc c'est justement pour ça qu'on permet à quelqu'un de dire, bon, apprenez à utiliser la semence améliorée. Si vous prenez par exemple un autre par rapport à... M. Athanase a posé le problème d'inondation. On dit d'accord, il y a beaucoup de pluie. Et quand il y a beaucoup de pluie, nous avons peut-être un autre projet ProSol qui a parlé de comment on peut
faire des sillons, ainsi de suite, pour peut-être soit évacuer l'eau, soit retenir le peu d'eau qui tombe, qui permet à un producteur qui a ses connaissances peut peut-être réduire, je dirais pas totalement à l'abri, peut réduire les dégâts. C'est pour ça que je dis, l'agriculture aujourd'hui, si ça doit se faire, c'est avec la connaissance qu'il faut aujourd'hui, la connaissance actuelle, et en ce moment, ça peut nourrir son homme. Et les producteurs arrivent vraiment à prendre un crédit, rembourser les crédits et augmenter la superficie. Par expérience, c'est ça. Depuis qu'on a commencé à travailler, les producteurs ont augmenté la superficie. Ils ont fait un peu les calculs et ils ont vu que c'est rentable pour eux. Ils veulent augmenter leur superficie de production. Donc, aujourd'hui, l'agriculture peut vraiment nourrir son homme si la connaissance y est. Monsieur Athanase Kadia, vous serez prêt, Oui. par exemple, à aller vers la transformation pour mieux valoriser vos cultures, pour mieux en vivre? Oui, tout le monde parle de ça, tout le monde sait que en transformant, il n'y a plus de valeur ajoutée. Tout le monde le sait, mais c'est de l'argent. C'est de l'argent. Maintenant, il faut alors faire une politique. Par exemple, à obtenir des crédits pour ça? Bon. Vous estimez qu'il faut aussi subventionner la transformation? Non, je parlais de la production, là. Ça doit être subventionné. C'est de quoi il parle. La production, c'est ça qui est difficile, délicat dans le maillon. Donc, la transformation, oui, tout le monde le sait, mais ça a un coût. Ça a un coût. Et non seulement il ne faut pas rentrer dans la commercialisation et dans la transformation, pour rentrer dans la commercialisation, il faut le marché. Il faut que je sois sûr que quand je transforme ceci, j'ai le marché pour écouler. Sinon, tu vas prendre le prêt, tu transformes et ça ne coule pas. Là, il y a encore un problème par rapport à ça. Donc, c'est beaucoup de choses, tous ces études. Donc, c'est peut-être leurs structures peuvent encourager d'autres personnes pour rentrer dans ce domaine de transformation. Là, le producteur peut signer un contrat avec un producteur. Il sait que, il y a telle structure qui fait la transformation. Je suis sûr, quel que soit le nombre ou bien on s'entend. Chaque année, tu me produis telle tonne de produits. Là, je suis sûr que j'ai une structure qui est là, qui va consommer. Là, OK. Donc, ce n'est pas nécessairement la même personne. Bon, c'est l'idéal, mais parce que la transformation, c'est les machines. Et ça coûte cher. Bon, maintenant, il faut... Donc, c'est ça, moi, mon problème. Monsieur Boukari? Oui. La transformation, telle que je disais tout de suite, c'est d'autres acteurs qui se positionnent sur la transformation. C'est vraiment d'autres acteurs. Autrement dit, le producteur restera pauvre, comme disait M. Kadia, si la production n'était pas subventionnée. Non. C'est ça. La production doit être subventionnée. Et je dis encore, la production, mais une subvention responsable. Nous avons le cadre qui manque en termes de production. Comme par exemple, je dirais, dans une zone, nous voulons une spéculation 12 mois sur 12. À des moments donnés, nous savons très bien que la pluie ne sera pas au rendez-vous. Comment on maîtrise l'eau? Avions-nous effectivement des forages? Et comme disait l'autre, le producteur cherche l'eau en haut alors qu'il est sur l'eau. Il peut très bien avoir de l'eau, mais il manque de moyens. Il attend la pluie. Et voilà, il attend la pluie alors qu'il est sur l'eau. Il est sur l'eau et il veut que l'eau tombe du ciel. De nos jours, l'eau tombe moins du ciel. Et donc, s'il prend un peu au ciel et il prend un peu sous la terre. Sous la terre, voilà. Pour rééquilibrer les choses. Voilà, comme ça, il a une bonne maîtrise de l'eau. Donc, je dis, un des aspects, c'est de dire, nous avons besoin d'eau et donc nous avons un dispositif de subvention qui permet de garantir ou bien qui réduit les coûts liés à l'eau. Nous avons de l'énergie. Un transformateur a besoin d'énergie, mais à lui seul ne peut pas faire venir tout l'équipement qu'il faut pour avoir l'énergie. Donc, l'État ou bien une subvention quelconque se positionne dans ce sens pour permettre
à ce producteur et à d'autres producteurs de bénéficier de ça. Donc, c'est ça qui rentre dans le cadre de la subvention, par exemple. Donc, nous avons, quand on prend spéculation par spéculation, on peut trouver des actions qu'il faut pour la subvention. Mais si on doit faire une subvention où à la fois nous avons l'entrepreneuriat qui est là, qui a ses moyens propres, et nous avons la subvention, vous voyez, nous allons tuer les entrepreneurs parce que si on fait une subvention qui vient résoudre un problème et tuer d'autres, ça pose encore un autre problème. Donc c'est pour ça que nous parlons de plus en plus d'une subvention responsable qui permet pas à un producteur, mais à plusieurs qui sont dans le domaine de bénéficier de la chose. Et l'autre élément que je voulais ajouter, nous avons dans notre pays, aucun producteur ne fait une seule spéculation. Ils font 2, 3, 4 spéculations. Donc, du coup, quand un projet se positionne pour dire j'accorde la subvention pour la tomate et qu'il y a un problème de tomate, donc tout le monde dit que vraiment l'agriculture là, c'est pas bien, c'est trop risqué. Alors que nous avons d'autres, à côté de la tomate, il y a l'oignon, il y a le piment, par exemple. Le piment. Donc ça veut dire que si ma tomate souffre, si je prends un engagement auprès d'un financier, les autres spéculations peuvent me permettre de rembourser vraiment d'honorer mes engagements auprès de l'acteur financier. Et ça, on est obligé d'expliquer aux producteurs comme quoi il lui faut au moins 2. La diversification, c'est vraiment un moyen pour réduire le risque dans le secteur agricole. Et ça, nous avons déjà cette diversification qui existe et on peut l'utiliser vraiment pour réduire le risque agricole tel que M. Athanase l'a étalé. Alors, M. Kadia, la diversification, vous la pratiquez? Oui, ça là, sinon on serait mort depuis. On serait mort depuis. Parce que, c'est ça, tel qu'il a dit, c'est normal. Si tu te lances dans une seule production, parce qu'il y a même des années où une spéculation a de problèmes. Donc c'est pour ça que chez nous, par exemple, quand tu as un domaine d'un hectare, il faut faire au moins 3, il faut diviser en 3, faire tomate, faire oignon, faire piment, ainsi de suite, pour que au moins quelque soit alpha tout, parce que des fois, on ne maîtrise pas aussi les aléas climatiques, les maladies, les produits, avoir les produits phytosanitaires qu'il faut pour traiter les choses. Il y a tout ça là. Et il y a aussi la formation. Parce qu'on n'est pas... tel qu'il dit, choses là, améliorer, il faut voir ceci, mais il faut que nous ayons des structures qui nous accompagnent dans ce domaine, qui mettent à notre disposition les nouvelles informations, les nouvelles technologies. Les gens font des thèses à l'université chaque année, mais ces choses-là, ces recherches, tout ça là, il faut vulgariser et tout ça là pour que vraiment les producteurs, la plupart n'ont pas tellement évolué. C'est que c'est dans l'agriculture, la plupart, la majorité n'est pas instruite. Maintenant, s'il n'y a pas une structure qui nous organise et qu'à des moments donnés, on nous appelle pour dire, vous pouvez faire comme ça maintenant, vous pouvez faire tout ça là, on a besoin de ces appuis-là aussi. Ce n'est pas l'argent seulement et qui est le problème. Il y a les informations, de nouvelles manières de produire, ainsi de suite. Il y a tout un tas de choses que vraiment les structures comme GIZ doivent réfléchir par rapport à ça, s'approcher de nous et demander nos besoins réels. Et non rester dans les bureaux, faire les projets et dire ceci. Non, il doit venir nous voir. Quels sont vos problèmes? Dans quel domaine on peut vous accompagner, ainsi de suite. Là, on va leur dire les situations auxquelles nous faisons face et ils vont réfléchir ensemble avec nous pour trouver des solutions. Moi, mon souhait est que l'agriculteur soit épanoui. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, il le sait. Ils sont dans la pauvreté. Dans la pauvreté vraie. Les gens, ils ne savent même pas comment calculer la rentabilité d'une production. Lui-même, il va au champ, il travaille du matin jusqu'au soir. Il ne sait pas que ça, là, c'est un salaire qu'il faut s'attribuer.
Il y a tout ça là. Donc, quand on a vendu, j'ai produit tel et j'ai vendu tant et il a enlevé l'argent de l'engrais, tout ça là, j'ai gagné tant. En réalité, il n'a rien gagné. Parce qu'il n'a pas tenu compte de l'énergie que lui-même, de son investissement personnel. Donc, tout ça là, il faut déjà éclairer pour leur montrer que, ben, voilà. Et là, il faut savoir comment vendre. Parce qu'au niveau de la production, on a ce problème-là. Chacun fixe son prix parce qu'ils ne savent pas le coût de la production, ils n'arrivent pas à évaluer. Et quand n'importe qui vient, celui-ci vend planche de Boma à 2000, l'autre vend 1500, l'autre vend 1000 francs. Et il y a tout ça là qui est là, il connaît, qu'on maîtrise pas. Comment? Donc, il faut des structures comme ça, non seulement financement, pour donner ces informations, donner ces formations aux producteurs. Comment tu peux calculer le prix de revenu d'une production? Quelles sont les choses que tu dois mettre, tu dois prendre en compte pour savoir si c'est rentable ou non. C'est pour cela qu'ils sont toujours là et ils n'émergent pas. Alors, Monsieur Boukari, est-ce que vous tenez compte des besoins réels des producteurs dans l'élaboration de vos projets? Oui. Vous êtes interpellé. Il y a déjà assez d'outils que les différents projets de la GIZ ont élaboré dans ce sens. Et je dirais que c'est encore plus spécifique. Plus nous sommes dans un groupe, on connaît le langage qu'il faut pour passer le message, pour montrer aux producteurs comme quoi, voilà, un peu ce que tu dois, comment tu dois calculer. Plus tu es seul, quand tu as une petite moyenne entreprise, tu es seul, tu gères ton exploitation, il y a d'autres outils qui sont adaptés à cela. Et donc, quand vous prenez un producteur qui est dans un groupe, on sait effectivement au niveau de sa spéculation, au niveau des spéculations qu'il manipule, qu'il maîtrise, voilà la façon dont tu dois calculer pour avoir le vrai coût de production. Et je pense que c'est beaucoup plus ce message que nous passons à la fois au niveau du producteur, mais au niveau du financier, qui est très important. Parce que si jamais le producteur a l'information et le financier n'a pas l'information, excusez-moi, nous faisons un dialogue de sourds. Nous faisons un dialogue de sourds. Maintenant, on est obligé de dire à la fois encore au financier, voilà comment ce monsieur l'a produit. Quand je parle d'un producteur de riz, je dis la production, un agriculteur, il a 0,5, il a 1 hectare, il veut produire du riz. Mais le financier ne sait pas à quel moment il doit planter, à quel moment il doit désherber, à quel moment il doit faire la récolte, à quel moment il doit vendre. Donc, et lui-même, en tant que producteur, n'a pas l'information qu'il a utilisée de la main-d'œuvre qu'il doit facturer, qu'il doit calculer, il n'a pas l'information, il laisse. Et à la fin, il trouve peut-être 100 000 francs, il pense qu'en réalité, il a gagné 100 000. Qu'il a gagné. Alors qu'il a eu juste à un moment T, beaucoup d'argent dans la main, et il pense que c'est son argent, alors que c'est peut-être moins que ses charges. Alors, Athanase Kadia, nous sommes pratiquement déjà à la fin de cette émission. Un mot pour conclure? Oui, donc vraiment, l'agriculture, c'est vital, on doit manger. Si nous négligeons l'agriculture, je crois qu'on va mourir de faim. Et surtout en Afrique, on doit se réveiller parce que les statistiques montrent que d'ici 2050, nous serons environ 2 milliards. Et maintenant, et tel que ça se passe là, tel que l'agriculture, ça se passe si vraiment nous ne nous réveillons pas et qu'on pense à ce secteur qui est un peu négligé, mais on rend grâce à Dieu pour l'effort que j'ai est en train de faire. Donc nous les encourageons à continuer dans ce sens, mais surtout à s'approcher de nous pour qu'on puisse discuter. On puisse discuter pour que nous leur posons nos problèmes et qu'ils soient des produits adaptés par rapport à nos préoccupations. Et vivement aussi que les gouvernants pensent à la subvention de la production. Oui, ça c'est clair. Monsieur Boukari, pour conclure cette émission. Pour conclure cette émission, je dirais simplement l'agriculture, oui. Réussir dans l'agriculture, c'est fort possible si la connaissance y est. Donc,
Une subvention, oui, mais une subvention responsable. Je dirais encore beaucoup d'engagement au niveau du financement. Nos acteurs financiers, à savoir les institutions de microfinance et les banques, sont engagés à aller dans l'agriculture, mais n'ont pas aussi la connaissance. Donc, vous voyez, on doit mettre en relation deux acteurs. Et nous souhaitons continuer dans cette dynamique-là. Et M. Athanas, très bientôt, nous allons travailler sur la filière maraîchage. Et vivement son premier financement au niveau de la GIZ. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro d'Espace Éco. Je rappelle que j'avais sur ce plateau M. Moutalabi Baba Boukari. Il est le coordonnateur national du projet de financement agricole au niveau de la GIZ au Bénin. En face de lui, il y a M. Athanas Kadia, promoteur agricole, coach en développement personnel, mais également pasteur. Merci, chers messieurs, d'être passés sur SICA TV. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Oui.